On vous propose cette semaine le 215e épisode des Technos. Ça va se passer avec Xavier et Benoît. Déjà 215 épisodes et hors série en pagaille. Merci de nous rejoindre une fois de plus pour cette nouvelle revue de presse à la sauce des technos avec ces deux gaillards, Xavier d'un côté, Benoît de l'autre, pour traiter ensemble de l'actualité technologique telle que eux l'ont vu. Évidemment, on va pas parler de tout, on va parler de beaucoup de choses, évidemment, mais pas de tout, on peut pas. C'est essentiellement la manière dont eux ont vu l'actualité technologique de la semaine. C'est de cela dont on parle toutes les semaines dans les épisodes des Technos. Il n'y a pas de courrier des auditeurs cette semaine. Il y en a eu, certes, vous avez envoyé des messages, mais on y a répondu, je pense, d'une manière ou d'une autre. Je tenais juste à remercier Agri Breton, Jax Budzi, Damien Vigneron, Jean Cid, Patrick Henry, Cédric Connaissa, ainsi que Tourista, j'espère que ça va mieux, pour leurs messages divers et variés. Comme quoi, on lit vos messages, comme vous pouvez le constater. J'espère que mes petits camarades vont bien, ils ont le sourire, ils ont la pêche. Il y a encore 215, c'est aussi le nombre de marches que j'ai fait pour rétablir mon voilà. routeur. Comme ça, vous rentrez un petit peu dans les coulisses des technos. Notre ami Xavier a eu une petite panne d'internet et évidemment, son bureau, là d'où il nous parle, est dans le grenier et je pense que le modem doit être à la cave. Et donc, ça fait à peu près 4 étages à gravir dans un sens et puis à descendre dans l'autre. 3 fois, il a été rebooté son modem. Donc voilà, ça c'est les techniciens, les informaticiens, que voulez-vous, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. On aurait pu tirer un câble jusqu'au grenier, mais non, c'est juste pas possible. C'est ça en fait l'idée. Oui, mais là, je pense que c'était un... Oui, je pense que... Je suis pas certain que ce soit le CPL qui soit en cause. À mon avis, c'est peut-être le fournisseur que je ne citerai pas. Non, mais... on ne va pas le citer. D'abord, il ne nous paye pas assez cher, vu qu'il ne nous paye pas du tout. Et puis, ce serait pas une très très bonne pub pour lui. Il faut bien être très très clair. Mais bon, hein, c'est la RTT, quoi. On est déjà dans notre abécédaire avec la lettre A, A comme Apple, et là c'est Benoît qui va nous parler de Bitcode. De quoi s'agit-il? Il va falloir que tu étayes un petit peu tout ce sujet dont tu viens de nous parler tout de suite. Voilà, je vais essayer d'être clair. En fait, on sait qu'Apple, il y a une rumeur qui dit qu'il pourrait basculer les processeurs des Mac vers des processeurs ARM, les processeurs, les puces A, 10, 11, 12 qu'Apple développe pour ses devices à iOS. Et cette rumeur s'étaye un petit peu au fur et à mesure de découvertes à gauche, à droite. Il y en a une qui moi, m'a un petit peu tapé dans l'œil cette semaine. C'est une découverte de Steve Tocton Smith, qui est un développeur qui en fait s'est dit, tiens, mais dans le cas d'une transition, il va falloir qu'Apple fasse ce qu'il a fait toujours, parce que c'est pas la première fois qu'Apple fait des transitions d'architecture importantes. Hein. Au début, en 68000, ils sont passés en PowerPC, du PowerPC aux Intel, et donc là, peut-être un jour de l'Intel vers ARM, sans compter le passage de macOS classique à macOS 10. Et donc, ce qu'ils ont fait à chaque fois, c'est fournir une solution pour permettre d'exécuter les anciennes applications dans le nouveau système. Et il se fait que sur les iDevice, Apple a une solution pour ça qui s'appelle le Bitcode. Et donc, il s'est dit, tiens, est-ce que le Bitcode, ça pourra aussi fonctionner entre un Mac et un iPhone? Et il s'est rendu compte que oui. Alors, c'est plutôt chouette parce que ça veut dire que peut-être qu'Apple pourra utiliser ce genre de techno pour préparer une transition vers les processeurs ARM. J'explique en 2 mots ce que c'est que le Bitcode? Oui, s'il te plaît. Ouais. Alors, c'est quoi? L'idée, c'est quand on écrit une application pour macOS, pour iOS ou pour d'autres systèmes d'exploitation d'ailleurs, on n'écrit pas dans le langage directement du processeur, dans le jeu d'instruction du processeur. On écrit dans un langage de programmation de l'Objective-C ou du Swift. Le Swift, c'est le langage qu'Apple a développé spécialement. Et puis, ce langage, il est ensuite compilé vers le jeu d'instruction que le processeur comprend. Et l'idée du Bitcode, c'est dans cette compilation, le programme passe par différentes étapes de transformation. C'est de garder une de ces étapes de transformation qui n'est plus le code source, mais qui n'est pas encore tout à fait le langage du processeur cible. Et ce format un petit peu intermédiaire, on peut l'inclure dans son exécutable iOS. Donc, on peut fournir la version compilée pour iPad à partir de telle version. Et à côté, mettre le Bitcode. Apple reçoit l'ensemble quand on soumet son application sur le store, garde le Bitcode d'un côté. C'est pas ce qu'on envoie quand on installe l'application sur son smartphone. Mais par contre, ça leur permet de recompiler
pour des nouvelles générations de smartphones, pour tirer profit du fait que les nouveaux processeurs évoluent. C'est pas obligatoire pour iOS, c'est pas obligatoire pour tvOS, c'est pas possible aujourd'hui pour macOS, mais c'est obligatoire pour la Watch. Et ils s'en sont servis récemment quand ils ont passé la Watch des 32 en 64 bits. Ils ont recompilé toutes les applications WatchOS pour qu'elles fonctionnent avec la nouvelle Watch. Ok. Sur la Watch, il faut être très optimisé. Et donc le gars s'est dit, ouais, ça marche comme ça, mais et si j'essayais de prendre une application iOS et de la convertir en application Intel, parce que ça me donnerait l'indication qu'on pourrait s'en servir pour passer d'une plateforme à l'autre. Il a trouvé un certain nombre de limites, mais il s'est rendu compte que ça pourrait fonctionner. Donc peut-être que Apple, qui est quand même un petit peu, qui a pas mal d'expérience en fait justement dans ce genre de transition, peut-être qu'Apple pourrait nous sortir bientôt, nous annoncer bientôt. Tiens, vous savez, pour macOS, ce serait chouette que vous les développeurs fournissent aussi la version Bitcode. Non, c'est juste comme ça. Et puis un petit peu après, bascule vers ARM. Et voilà, c'est des scénarios un petit peu rumeurs, mais il y a des éléments techniques qui étayent le fait que bon. Apple a des solutions techniques dans ses manches. Bah voilà, c'est comme quoi de temps en temps on est un tout petit peu plus pointu sur le domaine informatique que d'habitude, mais je pense que ça aura parlé à ceux qui s'intéressent au sujet de plus près. Je ne sais pas si Xavier avait une réaction là-dessus. Mais j'ai pas compris comment on fait pour miner du bitcode alors. D'accord, je pense que tout le monde a très très bien compris, sauf Xavier bien sûr. La lettre G comme Google, cette fois c'est Xavier je pense qui nous parle de Google et des robots de Google qui se sont mis en grève. C'était hier ou avant-hier, j'ai vu ça à un moment donné. Apparemment il y avait un petit souci, Xavier, c'est que plus aucun site n'était indexé pendant un certain temps, me semble-t-il. Voilà, hier, Google était tout cassé. Enfin, en fait, pas tout à fait, puisque le contenu était toujours là, mais simplement, c'est le nouveau contenu qui n'était plus indexé. Donc, les robots d'indexation ont fait grève. Donc, il y a une panne qui n'a pas été encore vraiment expliquée. Mais ce sont les médias, évidemment, qui s'en sont aperçus en premier, puisque eux ont l'habitude de surveiller le référencement de leurs actualités. Ils regardent tout de suite quel est le niveau de référencement qu'ils font quand ils publient du nouveau contenu lié à l'actualité, et donc ils ont donné l'alerte, mais ça concernait bien évidemment tous les sites web. D'ailleurs, Google a communiqué sur la chose via Twitter assez rapidement, et même Google News était impacté. Donc c'est vraiment l'ensemble des robots qui indexent le contenu des sites web qui étaient en panne. Le problème a été rétabli ce jeudi matin, mais ça a pu avoir un impact. Alors pour la plupart des gens, ça n'a pas une énorme incidence, mais pour les sites qui génèrent du trafic grâce à l'actualité, donc qui doivent faire le buzz sur une news bien précise, il y a quand même un enjeu assez important et une perte de revenus qui a pu être liée sur ces quelques heures de panne de Google. Donc, on sait que certains sites d'information modifient même leur homepage en fonction justement des audiences en temps réel dès le moment où c'est publié. Tiens, est-ce que cette place est occupée par un article qui fonctionne ou pas? Ah, il fonctionne pas, bah, on le retire de la homepage, on va en mettre un autre pour essayer d'optimiser le nombre de vues sur les pages. C'est pas tous les sites d'information qui font ça, soyons clairs, ce sont ceux en tout cas qui cherchent plus le clic, qui pratiquent de la sorte, mais voilà, ce sont des outils qui effectivement sont maintenant, on va dire, dans l'arsenal des web journalistes, ou en tout cas des web éditeurs, de plus en plus, et donc c'est eux qui ont flairé le truc très rapidement quand ils ont eu, tiens, l'article que je viens d'écrire, il a été vu 10 fois. Ça n'est pas normal. et tout le monde ne le sait pas, mais on pense parfois quand on publie un site web que le référencement se fait au bout de quelques heures, voire quelques jours. Mais en fait, une fois que les robots ont connaissance de votre site, le contenu est indexé vraiment toutes les quelques minutes. Donc c'est comme ça qu'ils ont pu le voir très rapidement. Alors que à l'image, nous avons un Xavier qui frise. Ça s'appelle un Xavier refroidi, frisé. Donc, tu nous entends toujours, Xavier? Non, si, non, je ne sais pas. Il est reparti. Il est reparti. Bah, ça lui arrive de temps en temps. Il s'en va, il revient. Xavier. Il s'en va, et ça revient. Il va revenir bien vite. On ne va pas s'inquiéter plus que ça. Voilà, j'attends toujours. Il va courir de nouveau après son modem pour aller le rebooter et remonter. Il va bien transpirer. On va voir ce que ça va donner d'ici quelques instants. Et on est à la lettre H. H comme Huawei. Huawei.
C'est comme ça qu'on dit. J'ai encore une hésitation du coup. Et je pense que tout le monde a cette hésitation-là parce qu'on entend ce nom partout maintenant, sur les médias traditionnels également depuis maintenant quelques jours. Donc on doit aussi en parler évidemment parce que ça pose plein de questions. Ce W comme Huawei, tu vas nous expliquer pourquoi tout de suite, Xavier. Mais je crois que c'est ce qui a fait couler le plus d'encre cette semaine au niveau de l'actualité technologique. C'est Google qui a retiré la licence Android de Huawei et donc aussi de Honor, qui est une des filiales, pour suivre les décisions de l'administration Trump. Alors, le motif avoué, ce sont des accusations d'espionnage envers la société, à tel point que d'autres sociétés chinoises comme DJI sont aussi inquiétées, puisque l'armée américaine pourrait être interdite d'utiliser DJI, on pourrait interdire de vendre des composants. Mais donc la conséquence pour Huawei est assez dramatique, puisque dans un premier temps avait été annoncé le fait que les mises à jour de l'OS c'était fini, puisque plus de licences pour exploiter Android, plus d'accès aux services de Google comme Gmail, YouTube, Maps, ou même le Play Store qui contient la majorité des applications Android. Et ça concerne quand même 2,5 milliards d'appareils à travers le monde. Heureusement, Huawei a très vite annoncé qu'ils avaient prévu une solution de secours. Ils ont annoncé qu'ils avaient développé un operating system alternatif. Et une autre piste, ce serait de pouvoir continuer à utiliser une version limitée d'Android dans sa version open source. Alors, entre-temps, il y a une autre annonce qui a été faite, et puis on sait que les possesseurs d'appareils Huawei comme le P20, P20 Pro, le P30 maintenant, donc qui sont des appareils assez haut de gamme, qui sont assez récents, qui sont d'ailleurs encore en stock dans plein de magasins. Ceux-là ne doivent pas être trop inquiétés, puisqu'on a annoncé qu'il continuera à recevoir les mises à jour de sécurité, l'accès aux services, donc l'impact est limité, mais il n'y a pas de certitude par rapport à la version d'Android Q, donc est-ce que cette version-là sera disponible? Alors, il y a eu d'autres annonces par rapport à ça. Par exemple, Aptoid, qui est un magasin d'applications, on sait qu'ils sont déjà en relation avec Huawei pour fournir un espèce de Play Store alternatif. On sait que Microsoft arrête la commercialisation du Huawei MateBook et plus grave, on sait que Huawei ne va plus pouvoir intégrer les puces Kirin qui contiennent l'architecture ARM, et donc une licence d'exploitation de cette architecture qui est terminée aussi, puisque ARM est concernée par les limitations que l'administration Trump veut mettre en place, et qui concernent en fait quasiment l'ensemble du marché chinois pour les États-Unis. C'est énorme comme affaire, parce que au moment où on enregistre cet épisode, donc on est le jeudi soir, comme d'habitude, de plus en plus tard, parce que à force de rebooter le modem de Xavier, l'heure passe, mais pendant qu'on enregistre, on ne suit forcément pas l'actualité, mais encore juste avant de passer en enregistrement, il y avait déjà eu des annonces supplémentaires. J'ai vu passer Panasonic couper ses liens également avec Huawei. J'ai vu que certaines entreprises belges, par exemple, étaient mises au banc par effet de bord, on va dire, par rapport à leur position vis-à-vis de Huawei et vis-à-vis des États-Unis, que donc du coup eux aussi rentraient dans cette fameuse liste noire, parce que apparemment la liste noire est on va dire, c'est une hiérarchie dans la liste noire, c'est-à-dire que quand on travaille avec quelqu'un qui est dans la liste noire, on est soi-même dans la liste noire apparemment, donc c'est pour ça que tout le monde se retire les uns après les autres. C'est assez perturbant de se dire que finalement ça tient, pas dire à peu de choses, parce que voilà, il y a des idées derrière, enfin il se passe quelque chose quand même, mais que sur décision d'un président d'un pays spécifique, une entreprise est quelque part mise à mal parce que inféodée à certains outils. Donc ça pose la question, une fois de plus, de l'indépendance technologique d'un pays ou d'une entreprise par rapport à des pays, et avec des produits qui, quelque part, si je dis pas de bêtises, sont quand même dans des situations un petit peu de monopole, quand on réfléchit bien, même s'ils n'ont pas été condamnés pour ça, mais quand on travaille avec Google, on est inféodé aux outils et au fait que Google est américain, etc. etc. Je ne sais pas ce qu'en pense Benoît, s'il y a un petit développement à faire autour de ça, mais voilà, ça pose des questions quand même.
Non, je pense qu'il y a effectivement, pour moi, par-delà le côté technique ou le côté du produit, c'est toute la question de l'espèce de guerre commerciale qu'on voit se construire entre les États-Unis et la Chine, qui est derrière. Hein. C'est clairement une volonté du gouvernement américain d'éviter, quelque part, de peut-être ralentir la croissance de la Chine, la bloquer alors qu'elle va peut-être prendre des parts de marché à des produits américains. Il serait intéressant de voir, je ne veux absolument pas les accuser parce que c'est peut-être pas le cas, mais il serait intéressant de voir si Google n'est pas derrière en se disant tiens, mais en fait ces acteurs qui, tu vois, qui est-ce qui a incité le gouvernement américain à se dire on veut protéger nos marques. C'est aussi une question dont on n'aura pas la réponse aujourd'hui. Non, bien sûr. Si on a la réponse, ce sera dans 15 ans. Oui. Mais c'est une question qui est aussi intéressante derrière. Donc, il y a plein de choses derrière l'actualité les choses qui ne sont pas du tout technologiques aussi. Il y a effectivement, on le sait aussi, des tensions commerciales et économiques entre les États-Unis et la Chine. Il y a eu des taxes douanières qui ont été augmentées sur différents types de produits d'un côté. Est-ce que ce serait une réponse aux menaces chinoises de faire de même du leur, etc. On peut se poser aussi ces questions-là parce que finalement, c'est plus de la diplomatie quelque part que de la technologie aussi. Faut le reconnaître. Donc voilà, finalement, c'est le client, l'utilisateur final qui paye le prix de ça, parce que quand on voit que, par exemple, je lisais encore là tantôt, en Grande-Bretagne, les opérateurs qui ont dans leur catalogue et vendent ou proposent à leurs clients des appareils avec abonnement compris, machin, etc., ils ont retiré du catalogue les produits Huawei, par exemple. Donc c'est un marché déjà qui est fermé pour eux, quoi qu'ils fassent derrière. Donc voilà, ça peut être un désastre économique. Et ça va plus loin, parce que la question de la Grande-Bretagne, en fait, c'était un point qui était qui a fait pas mal couler d'encre outre-Manche il y a une semaine ou deux. Le gouvernement en train de basculer de Theresa May avait autorisé aux opérateurs de télécom d'acheter des solutions 5G en Chine, et donc chez Huawei notamment. Et le gouvernement américain a vraiment fait des pieds et des mains pour les inciter à ne pas mettre ces équipements dans le réseau parce qu'ils les estiment dangereux, des portes ouvertes pour l'espionnage et tout le reste. Et évidemment, et c'est là où toute la dimension diplomatique est intéressante, c'est qu'on sait que la Grande-Bretagne quittant l'Europe, peut-être, à Halloween ou peut-être plus tard, peut-être avant, cherche justement à établir de bonnes relations commerciales avec la Chine. Et donc, elle est dans la situation où elle est à la fois, en essayant de maintenir son rapport amical avec avec les États-Unis, mais en même temps en train d'essayer de construire un rapport fort avec la Chine, donc acheter du matériel chinois, parce que c'est comme ça qu'on se fait des amis. Et voilà, on sent qu'il y a une dimension politique derrière les terminaux, parce que c'est pas que les terminaux, mais c'est aussi le matériau d'équipement. En fait, les Chinois de Huawei ont visiblement développé un savoir-faire technique sur la 5G qui fait peur aux Américains. Oui, donc voilà, c'est une piste possible. Juste pour conclure, là on est dans une période de 90 jours, d'après ce que j'ai compris, où ils ont encore accès aux mises à jour chez Google, etc. Enfin, une espèce de période de probation, entre guillemets, pendant laquelle ils vont pouvoir encore continuer à proposer à leurs clients les mises à jour Android et des choses comme ça, et après ce sera fini. Donc effectivement, les possesseurs d'appareils Huawei ne sont pas obligés de les jeter tout de suite. Il y a peut-être ce petit délai va peut-être permettre de remettre les choses au clair éventuellement. De toute façon, c'est une actualité assez chaude, on l'a dit en débutant, mais qu'on va suivre ici avec les technos, toujours avec un petit peu décalage. Ça nous permet d'avoir le recul nécessaire pour pouvoir faire des petits commentaires, on l'espère, un tout petit peu pertinents aussi, par exemple. On est à la lettre L déjà, comme l'hélium. De quoi s'agit-il? C'est Benoît qui nous parle de l'hélium. C'est un objet volant identifié, manifestement. Un taxi volant, en fait. Un taxi volant. Donc c'est un drone. C'est un drone qui vient de faire un nouveau vol d'essai. Ils avaient fait un premier vol d'essai il y a 2 ans avec une version plus petite du drone. Et là, l'idée, c'est ils viennent de tester la version 5 places du drone. Parce que c'est un drone qui est destiné à transporter des gens. C'est un drone pour faire des taxis. Donc l'idée, c'est d'avoir une espèce de Uber, mais un Uber en ville et qui vole.
Et donc, enfin, en vide, c'est comme Uber, mais qui vole, ça, c'est pas comme le Uber actuel. On en avait parlé il y a 2 ans, d'ailleurs, lors du premier vol d'essai du modèle qui était plus petit et qui était capable d'accueillir 2 passagers. Et donc, ici, c'est la version à 5 passagers qui vient de faire son premier vol d'essai. Et ils s'attendent, ils espèrent, ils souhaitent une commercialisation en 2025. Donc, quand même encore 6 ans pour régler un certain nombre de, je veux dire, des certifications, etc., auxquelles ils vont devoir se soumettre. C'est très spécial comme appareil. Je tiens à le signaler pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas l'image. On a déjà vu quelques images. C'est très particulier. Imaginez un avion donc avec des ailes et avec un bec de canard, comme on dit, avec des petits ailerons à l'avant. Mais dans les ailes se trouve toute une série de petits ventilateurs. J'ai envie d'appeler ça comme ça, parce qu'on peut pas parler d'hélice ou de réacteur. C'est vraiment comme sur un drone habituel, mais sauf que c'est horizontalement placé dans les ailes. Et donc ces ailes s'orientent, peuvent s'incliner dans un sens ou dans l'autre. Les ailes ne s'inclinent pas. Ah, je pensais qu'il avait vu ça. Non, les ailes ne s'inclinent pas. Le courant de la soufflerie s'incline. C'est justement parce que les ailes qui s'inclinent, c'est plus fragile, c'est plus sujet à panne, donc les ailes ne s'inclinent pas. Mais tu fais bien de souligner, Marc, par rapport au drone. Quand on pense drone, on pense tout de suite le petit machin avec 4 ou 8 pas gyroscopes, 8 hélices qui l'entraînent dans les airs. En fait, c'est pas ça. Un drone, c'est un engin qui est piloté au sol, qui n'est pas piloté par un pilote qui est dans l'appareil. Et ils ont fait le choix qui semble pertinent pour leur marché d'avoir effectivement un engin plus classique avec des ailes, parce qu'évidemment, ça veut dire qu'on peut profiter de la portance. Le drone dépense énormément, le drone avec ses 6 hélices, ses 8 hélices ou ses 4 hélices, dépense énormément d'énergie à se maintenir en l'air, parce que les hélices doivent tourner très très fort. L'intérêt d'avoir des ailes, c'est que, évidemment, au décollage, comme ils décollent en vertical, ils ont besoin aussi de faire une poussée très forte, mais dès que l'engin part, il est comme un avion, et il est porté par ses ailes, et donc ça permet d'économiser pas mal d'énergie, ce qui dans leur concept, puisque c'est un moyen de transport qui va transporter 5 personnes, donc qui doit être capable d'emporter quand même beaucoup de poids de façon économique, puisque derrière, il ne faut pas que ça coûte trop cher pour qu'ils gagnent leur vie, évidemment, c'est intéressant d'être très efficient dans l'utilisation de l'énergie, quoi. Ils annoncent une vitesse maximale de 300 km/h, une autonomie de 300 km, et ils annoncent également le fait d'avoir un engin qui est conçu pour être très très fiable, parce que les ailes, ça leur permet, en fait, justement, elles ne s'orientent pas. C'est vrai qu'on a l'impression quand on voit un peu les photos, mais non. Ça leur permet justement d'avoir très peu de pièces mobiles. En fait, ils ont pas d'empennage, ils ont très très peu de pièces mobiles, ce qui est tant plus important sur un drone qui va être entre guillemets autonome, ou en tout cas qui sera piloté depuis le sol, parce qu'il n'y a pas le pilote à bord pour, tiens, il y a un problème comme sur tel réacteur, je coupe le réacteur, quoi. Donc ils ont vraiment aussi travaillé beaucoup, en tout cas ils annoncent avoir travaillé beaucoup sur la fiabilité. Là aussi, à suivre, je trouve ça assez avant-gardiste comme bidule. Oui. Il y a un truc qui est marrant à ce propos, en parlant d'avant-gardiste. Dans les années 60, on avait demandé aux gens, on avait fait un genre de sondage en disant, tiens, est-ce que vous vous sentiriez en sécurité à voler à bord d'un avion piloté par une femme? Et les 3/4 des gens avaient répondu surtout pas, ça paraît extrêmement dangereux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on se dit un drone, monter là-dedans, c'est dangereux, etc. Mais les mentalités évoluent et il n'est pas impossible que les craintes qu'on a tous aujourd'hui en se disant je monterai peut-être pas dans ce machin-là tout de suite vont peut-être changer, quoi. Oui, c'est pareil avec les métros autonomes. Enfin, on a déjà dit ça aussi pour les voitures autonomes. Il y a une petite barrière psychologique à outrepasser à un moment donné. Il faut passer le cap et se dire, voilà, ça tient, ça fonctionne, ça peut le faire. D'ailleurs, les métros autonomes, il y en a maintenant un peu partout dans le monde et dans des grandes villes, donc ça va, on peut le supporter, quoi. Xavier avait levé le doigt. Mais moi, je voulais juste dire qu'au point de vue design, ça me fait penser très fort à la Lotus Esprit du film James Bond quand elle se transforme en sous-marin. Dans l'esprit, c'est ça. Oui. Donc, pour ceux qui ne voient pas, c'est vraiment un véhicule blanc avec des petites ailettes sur le côté, à l'avant, à l'arrière, qui se transforme en sous-marin dans le James Bond, l'espion qui m'aimait.
D'accord, ben voilà, on voilà. parle un peu cinéma aussi maintenant, les technos, c'est nouveau. Non mais c'est vrai, t'as raison, dans l'esprit, c'est un peu, on est dans cet esprit-là. Et ça, moi, ça m'a fait penser un petit peu aussi à un avion britannique, le Harrier, qui est un avion à décollage vertical, je pense le seul chasseur-bombardier à décollage vertical, et qui a aussi ces tuyères qui s'orientent pour orienter le flux d'air vers le bas, pour donner de la poussée verticale. Ça me faisait penser un petit peu à ça, mais au niveau design, c'est très très différent, on est bien d'accord, et c'est pas le même usage non plus. La lettre N comme NASA, on va encore prendre un petit peu de hauteur, un petit peu plus de hauteur, même beaucoup plus de hauteur, puisque la NASA a décidé de nous envoyer sur Mars, Xavier. En effet, bon, on parle déjà depuis longtemps avec Elon Musk, etc., de missions vers Mars, mais là, concrètement, la NASA propose aux personnes d'envoyer leur nom, donc c'est pas vous en tant que personne directement, mais d'envoyer votre nom dans l'espace. On sait qu'ils l'ont déjà fait il y a quelques années avec d'autres missions spatiales. Il y avait par exemple eu, il y a 2 ans avec InSight, 2,4 millions de noms qui ont été gravés sur 2 puces envoyées sur Mars par le biais de l'atterrisseur. Et cette fois-ci, ils vont le faire pour la mission Mars 2020. Donc, il y a une page web qui a été dédiée à l'événement où vous allez pouvoir, via un petit formulaire, introduire votre nom, votre prénom, votre pays, votre code postal et votre adresse mail. Et une fois que le formulaire est soumis, vous allez accéder directement à une carte d'embarquement, entre guillemets, qui sera possible d'enregistrer ou d'imprimer sur papier. Et l'agence spatiale propose également une carte qui va répertorier les personnes qui envoient leur nom donc par pays. Donc on peut voir quels sont les pays qui envoient le plus de noms sur Mars. Et elle a également mis en place une page qui fait un petit peu office de club de fidélité, où on peut voir les points de fidélité et la date depuis laquelle vous êtes sur le sol martien. Donc c'est un petit gag. Ils promettent de ne pas utiliser ça à des fins autres que simplement le suivi de ce genre de mission, etc. Je pensais au GDPR, moi. Est-ce qu'on a le droit de retirer son nom une fois qu'on l'a envoyé? Ça va être un peu compliqué. On va pas pouvoir le retirer tout de suite. Je vois que tu as enregistré les technos. Alors, je ne l'ai pas enregistré. Ah. Mais voilà, c'est pour montrer la page. Donc, on voit le prénom d'abord, le nom à introduire, le pays, code postal. Voilà. D'accord. Prénom, nom de famille, c'était marrant. techno. Oui, ça coûte rien, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Oui, c'est entièrement gratuit. D'accord. Enfin, je trouvais ça marrant. Parce que j'imaginais, Elon Musk l'aurait fait, ça aurait été pour lever des fonds. Hein. C'était probablement. Voilà, et je pense qu'il aurait levé quelques centaines de milliers de dollars à tous les coups. Donc ils sont passés à côté de la cagnotte. C'est pas malin, ils sont pas malins à la NASA. Franchement, c'est pas avec ça qu'on va aller sur Mars. Hein. Soyons clairs, en tout cas pas tout de suite. Un truc à rajouter ou pas? Non, c'est bon. Je me demandais juste des payants. Pardon Je me demandais juste si c'était payant, mais il a répondu. Voilà, c'est ça. La réponse a été donnée. Évidemment, Benoît est dans le coin, donc on parle un petit peu photo. Je dis évidemment parce que pour ceux qui s'en souviennent, ou alors ceux qui ne le savent pas, on va quand même leur dire que Benoît a créé il y a déjà longtemps un blog et un podcast qui s'appelait Les Déclencheurs. Le Déclencheur, ou Les Déclencheurs, j'ai oublié. Déclencheur tout court, qui est stoppé maintenant. Hein. Je pense que même le site existe toujours, par contre, déclencheur.be, si je dis pas il marche de moins en moins bien parce que je le maintiens pas. Oui, c'est ça, il est pas mal. Il y avait encore quelques petits articles sympas et de bons comptes dessus. Je le dis comme ça en passant, mais c'était aussi sa marotte il y a quelques années de cela, de faire du podcasting sur la photo, ça vous l'aurez compris. Et donc forcément, quand Benoît est dans le coin, c'est pour ça que je le dis, on parle un petit peu toujours photo avec ici Olympus et un nouveau venu dans la gamme. Voilà le TUF 6. Après le TUF 1, 2, 3, 4, 5, le TUF 6, la dernière génération. Alors c'est un pareil que je trouve intéressant à mentionner alors qu'on arrive en période de vacances, parce que je pense que c'est d'une part, quand on part en vacances, le plus pratique, c'est souvent d'avoir son téléphone avec soi et de faire les photos avec le téléphone. Mais c'est vrai que parfois on se dit, oui, mais mon téléphone, dans certains lieux de vacances, je vais l'avoir avec moi, mais est-ce que je vais vraiment avoir envie de le sortir pour faire des photos? Est-ce que je risque pas de l'abîmer? Et puis, si on veut faire des photos sous eau, par exemple, si on part avec une belle mer, etc., quand on se dit je veux faire des photos, là, ça le fait moins bien.
parce que c'est vrai que les téléphones sont de plus en plus étanches, mais enfin, on hésite quand même à mettre son plus ils sont chers, plus on hésite, quoi. Plus ils sont chers, plus on hésite. Alors, la petite GoPro, se dit encore, ça va aller, mais là, on fait quand même attention. Exactement. Donc, le truc, c'est que l'intérêt de la gamme TUF, c'est un petit peu la version photo de la GoPro, c'est ce que j'allais dire, donc on est exactement sur la même idée. C'est un appareil photo, mais conçu pour être résistant, conçu pour qu'on puisse l'emmener, conçu pour qu'il puisse prendre des coups. Et donc, littéralement, prendre des coups. Donc, il peut tomber, il se casse pas. Bon, pas de 50 mètres non plus, mais il peut tomber quand même de, je crois, 1,50 m, 2 mètres, il casse pas. Il peut aller sous eau, il résiste. Il y a même des accessoires complémentaires si on veut descendre plus loin. Donc, il y a des protections de lentilles, etc., qui permettent de l'emmener vraiment en plongée. Et il a également toute une logique de positionnement. Donc, il y a un GPS, il y a une boussole, il y a toute une série de choses comme ça pour si on se perd, mais surtout pour pouvoir géolocaliser ses photos. Donc, je trouve que si on se dit, tiens, je prendrais bien un appareil photo en vacances, quelque part, ça va être un complément du smartphone où ça doit permettre de faire des choses qu'on ne va pas faire avec son smartphone. Ça, et là, si on cherche un appareil raisonnable en prix, parce que c'est pas non plus un réflexe à 2000 €, mais avec lequel on pourra faire autre chose, je pense que c'est un appareil photo qui peut être intéressant. Donc c'est le TUF 6, ça coûte 499 €. Le capteur est pas colossal, c'est 12 millions de pixels, mais ça permet de faire des photos, y compris des grands tirages, des petits posters, etc., d'une bonne qualité. Ce qu'ils ont amélioré par rapport à la génération précédente, c'est qu'ils ont mis un écran avec une beaucoup plus grande définition. Donc on voit mieux ce qu'on va photographier avant de le photographier. Quand on veut revoir ces photos, on les voit mieux. Et puis ils ont également travaillé sur comme je le disais, toute une série d'accessoires de plongée. Donc l'appareil lui-même résiste à l'eau. Mais si on va aller vraiment en plongée, pas juste se dire je l'emmène en bord de mer et s'il tombe dans l'eau, je m'inquiète pas, mais vraiment je mets un casque, un tuba, etc. et je pars, ben là il y a des accessoires complémentaires. Et puis ils ont aussi intégré leur nouveau processeur, le Tropix 8, oui, je dis bien, qui leur permet justement d'améliorer la qualité d'image, d'avoir un petit peu moins de bruit, des images un petit peu plus fines, etc. Donc les petites améliorations qu'on a à chaque génération. Qu'est-ce que ça dit au niveau de la focale? Il y a quoi? Ça part d'un grand angle? C'est un zoom. C'est un zoom. Mais je sais plus exactement. C'est pas non plus le méga zoom par définition. Voilà, c'est un 24-100, équivalent 24-100. C'est un zoom 4 fois. Donc c'est bien pour les vacances parce qu'en 24 tu fais le grand angle. Oui, avec un 100, tu peux faire du portrait sans difficulté, des choses même un petit peu éloignées, tu vois, tu es sur la plage, tu vois quelque chose de sympa un petit peu au loin, tu peux te le prendre. Donc voilà, c'est pas l'appareil pour faire des photos genre une compétition de sport avec des mecs super loin, mais on va voir un spectacle, des choses pareilles, ça se passe bien, quoi. Oui, il a l'air robuste, on peut avoir confiance. C'était, il me semble, je ne sais plus quelle marque c'était, qui avait fait des caméscopes, un peu aussi dans cet esprit, pas aventurier, mais le truc qu'on va pouvoir, les gamins vont pouvoir jouer avec sans qu'on s'inquiète, tu vois. Je pense que c'était JVC, j'ai peur de dire une bêtise, où ils ont une gamme de petits caméscopes qui fonctionnent plutôt pas mal, mais on n'a pas peur quand on est sur une terrasse à la plage que le gamin prenne le caméscope et aille un peu jouer avec et tourner, enfin faire quelques images avec ses frères et sœurs. Voilà, je pense que c'est une bonne cible, très honnêtement, par rapport au marché de la photo, de la vidéo de manière générale. Ça fait de la vidéo, ça, par contre? Je sais pas si tu as dit. Oui, ça fait de la vidéo, mais c'est pas... Ah si, la 4K. Mais bon, c'est pas... Voilà, ça permet effectivement, ça t'évite d'avoir amené une GoPro à côté. Ouais, c'est ça, voilà. Maintenant, c'est pas non plus une caméra avec micro, etc. Quoi. C'est film sympa. J'ai une expérience où je pars à vélo, je fais tu vois, pas du hors-piste, mais du mountain bike ou un truc pareil. Ben voilà, tu peux l'emmener, tu te poses pas de questions. Mais je pense qu'il y a un marché pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui ont pas envie de casser son appareil chaque fois qu'ils sont de sortie, et puis qui n'ont pas besoin d'un appareil très coûteux non plus et très fragile. Donc je trouve ça plutôt pas mal pour quelqu'un comme Xavier, un aventureux comme lui, par exemple. Mais sinon, mon fils, il a le VTech Action Cam, qui est une super petit appareil photo qui fait aussi caméra, que tu peux fixer également comme une caméra d'action et qui fait des superbes photos en 640 x 480 pixels.
640. Ça, c'est pas mal. Oui, ça doit être top. Mais ceci dit, il faut bien commencer par quelque chose. Mais bon, il va vite en avoir. C'est très bien pour les 8 mégas de mémoire embarquée. Oui, c'est ça. On peut passer peut-être à la suite. P comme panique. Alors, de quoi vas-tu nous parler, Benoît? Tu parles de panique, tu parles de play, une console avec une manivelle, on parle de jeu, on parle de quoi parle-t-on en fait? On parle de tout ça en même temps. D'accord. Mais surtout, on panique pas. Oui, donc, Panic, c'est un éditeur de logiciels qui doit avoir, ils ont bien une vingtaine d'années maintenant, c'est un vieil éditeur de logiciels. Au début sur macOS, qui est toujours sur macOS, qui propose également de l'iOS, qui est surtout connu des développeurs. Parce que leur premier produit, c'était en fait un concurrent d'iTunes, avant qu'iTunes existe. Ah, oui. Et puis, quand iTunes est arrivé, ils se sont retirés de ce marché-là. Et ensuite, ils ont développé un client FTP qui permettait au début du web, c'était le truc qu'on utilise toujours d'ailleurs, pour publier ses sites web. Ouais. Et donc, ils avaient développé un super client qui était vraiment très efficace, il s'appelait Transmit. Puis, ils ont fait un éditeur pour développeurs qui s'appelle Coda, qui est très raffiné, qui est très très chouette. Sur macOS et une version pour iOS. Puis ils ont fait des jeux, ils se sont mis à éditer des jeux parce qu'ils se sont dit après tout pourquoi pas. Et là maintenant ils se sont dit mais après tout pourquoi est-ce qu'on ferait pas une console de jeu à nous? Et donc ils ont annoncé une petite console de jeu portable Play.date. Et l'idée et le côté date c'est ça, c'est d'avoir une console de jeu qui va se dévoiler au fur et à mesure. Donc elle vient avec des jeux, mais quand tu l'allumes elle a un jeu. Et puis la semaine suivante, elle a un autre jeu. Puis la semaine après, elle a encore un autre jeu. Et donc l'idée, c'est que tu vas avoir envie, si tu veux, tu vas attendre avec impatience le jour de la semaine où ta console te libère ton nouveau jeu pour voir quel est le nouveau jeu. Un côté addictif. Voilà, donc c'est... Pardon ? Il y a un côté addictif. Il y a un côté addictif, il y a un côté attente. Et alors, ce qu'ils ont fait aussi, donc l'idée, c'est pas de faire une console haut de gamme avec un... Visiblement, c'est pas un processeur d'enfer, un écran d'enfer, etc. L'écran est noir et blanc, mais un truc qui soit raisonnable en prix. Et une autre manière de se différencier, parce qu'ils sont un peu marrants chez Panic, ils ont mis une petite manivelle sur le côté. Donc on peut tourner. Et elle sert à quoi la manivelle? Non, elle fait pas de l'électricité. C'est pas pour ça. C'est pas pour quand tu es en panne. C'est un contrôle pour le jeu. Donc il y a apparemment des jeux qui se jouent avec la manivelle en fonction de comment tu tournes. Bah oui, c'est ça. Tous les jeux, c'est toujours des manettes avec des étoiles, avec des boutons en étoiles, machin, etc. Pour une fois, il y a autre chose que ces satanés boutons. Il y a une manivelle en plus, quoi, en gros. Voilà, il y a les boutons, mais il y a en plus une manivelle. Ouais. Xavier, on n'a pas entendu ce que tu disais juste avant. Donc ça m'étonnerait pas qu'il fasse un jeu de pêche. De pêche. Ah. Ouais. Ah oui, avec la manivelle. Oui, mouliné pour remonter un poisson. Oui, pourquoi pas, effectivement. Ou démarrer une voiture. C'est des trucs comme ça. Moi, je pensais en regardant les images, parce que j'ai vu les images avant de savoir de quoi il était question, j'avais l'impression que c'était un jeu où effectivement on devait l'alimenter, quand on tourne sans l'alimenter vraiment, mais en tournant la manivelle, on faisait avancer le petit bonhomme qu'on voit par exemple sur les images qu'on a là, qu'on devait faire avancer le jeu en tournant la manivelle en même temps qu'on agissait sur les boutons. Un truc un petit peu... Ça semble être un peu ça pour le jeu avec le petit bonhomme. Ah d'accord, ok. Visiblement, la manivelle te permet de le déplacer, mais on n'a pas encore vu le jeu, quoi. Oui, c'est ça. Ça s'adresse à qui, ce jeu? À quel public? À quel âge? Est-ce que tu le sais? À mon avis, ça ressemble plus à du casual gaming, donc c'est pas une console hardcore. Je pense qu'il vise un marché. Le Panic vient toujours avec des produits qui sont un petit peu différents et qui souvent sont un petit peu avant-gardistes. Avoir un iTunes avant iTunes. Bon, aujourd'hui, ça paraît banal, mais c'était un excellent produit. Et c'était un excellent produit de gestion de MP3 à l'époque, mais c'était vraiment un excellent produit. Transmit, c'était vraiment... Bon, il existe toujours, je ne veux pas dire c'est vraiment... Mais aujourd'hui, là aussi, ça s'est banalisé, mais quand il est arrivé, c'est vraiment un produit qui était intéressant et puis qui est arrivé juste quand on commençait à avoir très fort besoin pour les sites web. Donc moi, je ne serais pas surpris qu'ils soient encore en train de surfer sur une tendance qui va nous emmener loin. On le trouvera où, ce Play Ça, on n'a pas encore l'info. On ne sait pas encore, et à quel prix non plus. On n'a pas encore le prix. Si, le prix, je vois, ce sera $149.
Ça va. Ah oui. Ah ben ce matin, il l'avait pas mis. Qui contient les 12 jeux de la saison 1. D'accord, ah oui, bah, c'est malin, et donc ils font durer le plaisir. Mmh. C'est un bon concept, déjà, ça, c'est une bonne idée, mais il faut voir quel type de jeu et à quel public ça va s'adresser. À mon avis, c'est plutôt jeune, vu la manière dont les choses s'organisent un peu, mais bon, je peux me tromper, ça peut être aussi... Oui, en même temps, les jeunes, maintenant, ils sont habitués à des consoles comme la Switch ou autre, avec des graphismes incroyables. Je suis vraiment curieux Ça peut s'adresser à des grands sur enfants le comme nous succès aussi. de et sur à qui ça s'adresse. Ouais, ça peut Je suis s'adresser vraiment à nous curieux. aussi, je pense. Ouais. Je veux dire, des adultes jouaient à Snake sur leur Nokia. Hein. Ouais. C'est pas interdit, je veux dire. Aux fans Voilà, de pêche. oui, fans de pêche. On verra bien ce que ça va donner. Pourquoi pas, effectivement. Bonne idée. Bientôt sur Chasse et Pêche, vous retrouvez votre playlist. Oui, c'est ça. Voilà, y a pas, on n'a pas vu la gâchette encore. Il y a juste la manivelle. C'est la lettre S comme sécurité. On en a appris une bien bonne cette semaine aussi, Xavier, en matière de sécurité. Une erreur, on y met des guillemets quand même, hein, qui date quand même d'il y a 15 ans, chez Google, pour une application spécifique de Google, il faut bien le préciser, mais tu vas nous expliquer tout ça. Alors, juste pour rappel, il y a quelques semaines, Facebook avait reconnu avoir exposé des mots de passe de 200 millions d'utilisateurs qui étaient visibles en clair sur des serveurs internes. Oui. Alors, ils avaient promis que apparemment, donc ils avaient promis que apparemment personne n'avait utilisé ces mots de passe en clair pour les utiliser de manière malveillante. Ici, c'est Google qui explique dans un billet de son blog que des mots de passe ont été stockés en clair sur ces serveurs depuis 2005. Donc 2005, pas 2015. 2005, et le nombre exact de nombres affectés n'a pas été précisé, mais on sait heureusement que ça ne concerne que, mais c'est quand même grave aussi, ça ne concernerait que les utilisateurs de Google Suite, qui comptent plus de 5 millions d'abonnés. Alors comment ça s'est passé? Alors ce qui est grave, c'est que c'est justement les utilisateurs payants en plus qui sont affectés, donc dans le monde de l'entreprise, là où peut-être les informations sont les plus sensibles. On sait que, en fait, donc généralement, les mots de passe sont automatiquement cryptés chiffrés par un processus de hachage avant d'être stockés dans les bases de données des services en ligne, de sorte que si quelqu'un arrive à voir le contenu de la base de données, en fait, il ne saura pas connaître le mot de passe. Tout ce qu'on peut faire avec ce mot de passe, c'est vérifier si quand l'utilisateur tape son mot de passe, après être passé par le chiffrement, le résultat est bien le même. Donc ici, c'est plus grave puisque les mots de passe ont été exposés en clair pendant des années. Et comment ça s'est passé? C'est en fait, il y avait une fonctionnalité qui permettait aux administrateurs d'entreprises qui gèrent Google Suite, donc qui est la suite payante de Google qui contient tous les Google Docs, Google Sheets, mais aussi la messagerie, puisque les entreprises peuvent avoir un compte Google, un compte Gmail, payant, avec plus d'espace de stockage, qui est géré par un administrateur qui va pouvoir modifier les mots de passe à distance, supprimer l'accès, même à distance sur les smartphones, etc. Et donc, quand les administrateurs encodaient un mot de passe manuellement, donc autrement qu'un mot de passe généré automatiquement, eh bien, ce mot de passe était stocké en clair. Alors maintenant, on sait que cette possibilité n'est plus là, donc le problème ne se pose plus, mais on ne sait pas évidemment. Enfin, le problème, c'est que les mots de passe qui ont été exposés en clair, la plupart des gens ne les ont peut-être pas changés, comme c'est souvent le cas. C'est souvent ça le problème, en fait. C'est que quand ça remonte aussi loin, on ne change pas assez souvent. On le dit toujours. Hein. Chaque fois, il faut le répéter, mais vous devez régulièrement changer votre mot de passe parce que, voilà, c'est pas le tout d'en avoir un compliqué. S'il a été mis sous les yeux de tout le monde, voilà, ça sert plus à rien. Donc, il faut les changer régulièrement. C'est la seule solution. Ou alors, utiliser des outils qui vont bien. On va pas refaire non plus. On va pas ressasser systématiquement tous ces conseils, mais ils sont là, ils sont importants. Voilà. Je pense que... Ce qu'on constate maintenant, donc, avec toutes ces failles de sécurité qui sont dévoilées. Donc, il est indispensable d'avoir un mot de passe différent quasiment pour chaque site, parce que si un des sites se fait hacker, vous êtes hacké pour l'ensemble des sites.
et en plus de ça, de le changer régulièrement. Voilà. Ouais. Ça, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à tout le monde. Je ne sais pas si tout ça a amené une réflexion dans chez Benoît, non voilà. Je sais que tu n'es pas très client des outils Google. Je pense que... Non, parce que j'attache beaucoup d'importance à ma vie privée. Mais je pense, quand on se passe sur cette époque-là, 2005, on n'avait pas la même culture, enfin, il n'y avait pas la même compréhension de l'importance de protéger les mots de passe. Parce que je me souviens d'un client dans ce genre d'année, et je ne vais pas citer de nom, qui gardait bien précieusement un fichier avec tous les noms des utilisateurs et leurs mots de passe dans un fichier Excel, parce que c'était plus pratique quand le client téléphonait, alors qu'on avait dans la DB, on avait encodé tous les machins pour que ça soit le cas. Mais comme il y avait une espèce de... Enfin, il n'y avait pas la fonctionnalité pour changer le mot de passe automatiquement, donc ils se gardaient ça dans un fichier Excel. Comme ça, quand les gens appelaient en disant « j'oublie le mot de passe », ils pouvaient le redire. Ouais. Et voilà, il y avait une culture à l'époque qui n'est pas notre culture aujourd'hui. Et c'est des choses qui me surprennent pas sur des softs un peu plus anciens comme ça. Oui, moi j'ai bien connu ça. Effectivement, on était au début des années 2000 et il fallait un petit peu évangéliser les gens qui n'avaient pas l'habitude des outils dans lesquels il fallait... Le principe même du mot de passe, c'était déjà un truc, c'était normalement, oui, voilà, le mot de passe pour se connecter à Internet, on veut bien, mais après, pourquoi est-ce qu'il faut un mot de passe pour ceci ou cela? Et donc, il fallait à un moment donné les habituer à ça, habituer les gens autour de soi à cette culture du mot de passe, et c'est pas tout à fait évident. Et donc, du coup, oui, on les retrouvait partout, épinglés au mur, écrits sur l'écran. Moi, j'ai vu ça, hein, des gens qui avaient mis un peu de typec sur le bord de l'écran pour marquer leur mot de passe sur l'écran, pour surtout pas le perdre. Voilà, c'était des choses comme ça. Enfin, les choses ont bien évolué, heureusement, et en tout cas, on le souhaite. Donc, voilà. Donc, même à Google, ça arrive, ce genre de bévue, j'ai envie de dire. Hein, Xavier? Pour l'anecdote, moi, j'ai la maman d'un copain qui m'a une fois appelé affolée parce qu'elle avait perdu son sac dans lequel il y avait ses digicodes, ses cartes et le petit calepin qui contient tous les mots de passe et tous les codes PIN. Ouais. C'est... Et elle me demandait ce que je pouvais faire pour l'aider. Mais ceci dit, il vaut peut-être mieux avoir un petit calepin, si c'est codé, enfin tu vois, si tu l'as écrit dans ton petit calepin et que tu es le seul à pouvoir comprendre le code en question, pourquoi pas, hein, on a le droit de ne pas avoir beaucoup de mémoire. Hein, oui, mais si c'est écrit en clair... un endroit sûr et certainement pas sur toi, au même endroit que tes appareils qui permettent d'accéder à tout ça. Et le code PIN de ta carte bancaire, je pense que c'est quand même c'est la base. Le code que tu dois connaître par cœur. On est bien d'accord. On est déjà à la lettre U comme UNESCO. Benoît, alors là, quand j'ai vu cette news-là, je me suis dit, mais où va-t-on? Parce que là, ça atteint des niveaux... Ah non, mais je pense qu'il y a... Il y a quelque chose à dire. Heureusement, on va en parler. Mais c'est les préjugés sexistes chez allez, comment on appelle ça? Enfin, les Siri et autres, Google Home ou Alexa, etc. Pourquoi? Parce que les voix sont souvent des voix féminines, c'est ça l'idée? Alors, exactement. Donc, le problème sur lequel l'UNESCO attire l'attention, c'est de dire on a des assistants numériques, des assistants vocaux qui généralement adoptent une voix féminine et qui ont une attitude extrêmement docile. Donc, on peut, et ils ont... Enfin, on le sait, hein, mais il explique en long et en large parce que, comme il s'adresse à un public qui n'est pas toujours utilisateur de ces produits-là, on peut en fait être même grossier par rapport à son assistant vocal, et l'assistant va gentiment répondre je suis vraiment désolé, enfin, va dans une attitude très docile. Alors on peut aussi changer l'assistant pour avoir une voix masculine souvent, mais la voix par défaut est généralement une voix féminine. Et l'UNESCO dit attention, ce genre de choses en fait ça renforce des stéréotypes que par ailleurs on est en train en tant que société d'essayer de combattre. Je veux dire société au sens, bon là on essaye de... par rapport à il y a 20 ans, par rapport à il y a 40 ans, je pense qu'on a un regard sur la place de la femme dans la société qui a évolué, mais c'est pas le cas partout dans le monde. Il y a beaucoup de pays qui sont pas engagés de la même façon dans cette démarche, ou sont pas engagés du tout. On pense par exemple à certains pays d'Afrique du Nord où la place de la femme dans la société est très très différente. Et donc l'UNESCO attire l'attention sur le fait que ce genre d'assistant très docile, avec une voix féminine, ça renforce le stéréotype. Et donc, la personne qui, le gamin
par exemple, le gamin qui reçoit ce smartphone, qui est dans une culture qui n'a pas la même relation à la place de la femme dans la société, ben, quelque part, l'assistant va l'entraîner à avoir une certaine grossièreté, à avoir une certaine attitude, va l'entraîner dans cette attitude face aux femmes. Au demeurant, c'est un des reproches, un des problèmes que certains ont levé avec les migrants qui arrivent. Et ils viennent de pays où la culture est différente, ils n'ont pas nécessairement la même attitude, ils vont parfois avoir des gestes que nous, on s'interdit parce qu'on les trouve plus acceptables, mais qui sont encore acceptables dans ces pays-là. Oui. Donc l'UNESCO dit, attention, il y a un risque. Et ils notent quelque chose d'intéressant derrière. Une des pistes qu'ils explorent pour le fait qu'on arrive à ce genre de situation très typée, peut-être une certaine manque de sensibilité des développeurs des produits, c'est de dire, quand on regarde la répartition des informaticiens et la répartition des chercheurs en intelligence artificielle, on n'est absolument pas sur des répartitions de population qui reflètent la population. On a 6-15% d'informaticiens, alors que normalement dans la population, il y a à peu près 6-15% d'informaticiennes, pardon, alors que dans la population, on a normalement à peu près 50% de femmes dans une population générale. Et c'est la même situation qu'on a notée il y a 2-3 ans par rapport au type de peau. On s'était rendu compte que les logiciels de reconnaissance faciale avaient beaucoup de mal à reconnaître certains types de peau plus foncés. Même raison au demeurant, parce que la plupart des chercheurs étaient plutôt avaient plutôt un teint de peau blanc et très clair, et donc ne testaient pas leurs algorithmes avec d'autres types de personnes. Et donc, voilà, on voit en fait que derrière nos gadgets, ben, c'est vrai que des réalités dans la répartition des gens entraînent peut-être l'accompagnement, le renforcement de stéréotypes. Et contrairement à toi, Marc, je trouve que c'est pas nécessairement un truc dont il faut prendre à la légère. Ce que je veux dire, c'est que la news, de premier abord, quand je l'ai aperçue, j'ai vu le titre en passant, je me dis mais où est-ce qu'on va? C'était juste une question comme ça en l'air, je ne préjugeais pas du contenu de l'article ou quoi que ce soit, mais c'est quoi cette histoire? Et puis après, effectivement, et c'est à ça aussi que sert ce type d'article et ce genre de réflexion, c'est de l'amener justement la réflexion et de pouvoir et sans lire l'article, je me suis dit à un moment donné, très honnêtement, en revenant du boulot, je me suis dit mais c'est vrai que finalement cette espèce de service, tu vois, tu demandes quelque chose à quelqu'un et c'est forcément une femme qui te répond. Il y a déjà quelque chose là derrière voilà, c'est quelqu'un qui est aux ordres, quoi. Et donc forcément, c'est une voix féminine. Et rien que ça, déjà, voilà. Donc sur la démarche, franchement, ça ne me fait pas. Je souris, mais je ne suis pas hilar et je ne trouve pas ça ridicule du tout. C'est juste que c'est effectivement sur le premier postulat, tu t'interroges et tu te dis tiens, c'est quoi cette histoire? Ça va où ça? Qu'est-ce que c'est que ça de nouveau? Et puis voilà. Et effectivement, quand on creuse un peu la question, on arrive à la conclusion que tu donnais à l'instant, Benoît. Xavier voulait rajouter un truc. Non, mais j'avais parlé il y a quelque temps d'un test, en tout cas un travail qu'ils essayent de faire pour faire une voix vraiment unisexe, entre guillemets. Oui. Une voix qui peut ressembler autant à un homme qu'à une femme. Et c'était justement destiné à des assistants vocaux. Donc c'est la preuve quand même qu'ils sont conscients de ça et qu'ils essayent d'y remédier d'une certaine manière. Oui, c'est vrai que moi j'ai même pas réfléchi, j'ai un assistant à Google Home, j'ai pas réfléchi à changer la voix, franchement. Je me suis même pas posé la question en fait, c'est comme ça. Et c'est vrai que ce genre de réflexion, ça pose le débat, au moins ça se mérite là. Et voilà, on peut aller un step plus loin, quoi. On peut avancer un petit peu là-dessus. Voilà, c'est des choses comme ça, des actus comme ça, que nos camarades sortent régulièrement de leur manche dans les technos et qu'on n'entend pas parler dans tous les podcasts nécessairement. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on aime bien les retrouver, ces petits gars-là. Bah, je dis petits, ils sont pas si petits que ça, hein. C'est parce que là, vous les voyez comme ça dans l'écran, mais normalement, ils ont une taille normale, quoi. C'est comme... Voilà, enfin bref. On est déjà à la lettre W, comme le oui mais non, qui revient de temps en temps en fin d'épisode. Oui mais non, c'est l'actualité un petit peu improbable, hein, que certains de nos chroniqueurs découvrent sur la toile. La Chine invente la sonnerie de la honte. De quoi s'agit-il? C'est Xavier qui... Alors là, c'est plus un coup de gueule oui, je pense aussi. qu'une news marrante ou loufoque, comme on a parfois l'habitude
l'habitude de faire C'est vrai. dans cette lettre-ci. Mais en gros, on sait déjà que la Chine a une base de données en ligne qui est accessible au public, qui va lister les noms complets et les numéros d'identification des personnes qui sont endettées. Quand on va cliquer sur ce nom, on va pouvoir connaître l'âge, la ville d'origine, les détails de la dette de cette personne. Ils ont mis une autre méthode en place qui est une application qui a été développée pour prévenir les habitants si une personne endettée habite près de chez eux. Et cette fois-ci, ils ont fait une étape encore un petit peu plus loin, je trouve, puisque quand vous allez appeler une personne au téléphone, eh bien, si cette personne est sur une sorte de blacklist, en fait, la personne va recevoir donc l'appelant va recevoir un message qui va lui dire que la personne qu'on appelle est sur une liste noire, qui a été mise sur une liste noire par le tribunal du comté de Guanyun pour ne pas avoir remboursé ses dettes, et il est pris d'exhorter la personne à remplir ses obligations légales. Donc ça, c'est le message que les personnes vont entendre. C'est toujours très sympathique quand on est dans le milieu des affaires ou qu'on a des amis. Ben voilà, tout le monde saura que vous ne payez pas vos dettes. C'est vraiment quelque chose d'abject, je trouve, comme méthode. Et c'est vraiment, voilà, ça va concerner tous les numéros de téléphone des mauvais payeurs. Et il y a seul le tribunal ou bien l'opérateur de télécom qui va pouvoir supprimer ce message lorsque le mauvais payeur aura finalement remboursé l'intégralité de ses dettes. Donc c'est digne de nouveau d'un épisode de Black Mirror. C'est quelque chose de vraiment insupportable, je trouve. C'est une espèce d'accentuation de la pression sociale par les moyens technologiques. Enfin, c'est juste insupportable en fait quand on réfléchit 2 secondes à l'idée même. Mais ça va dans le sens de tout ce qu'on sort régulièrement. Alors il y a certainement plein de belles choses à dire sur la Chine, hein, soyons clairs. Mais ici, en tout cas, à chaque fois qu'on parle d'une news technologique qui se passe en Chine, on est chaque fois très déçu, et plus que déçu même, de voir à quoi leur servent leur technologie. On en avait déjà parlé la semaine dernière avec de la reconnaissance faciale, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Bref, enfin voilà, c'est très redondant et très inquiétant aussi par la même occasion. Benoît, peut-être une remarque là-dessus. J'ai un collègue qui m'en parlait il y a quelques jours, et j'avoue que j'ai plus tout son argumentaire en tête, mais il est tombé sur un bouquin qui faisait l'historique de la construction du système juridique chinois, et qui montrait à quel point c'est très différent de chez nous. Et donc, il y a visiblement une perception de comment on rend la justice, enfin oui, on le voit, par exemple, comment on rend la justice qui est très très différente de nos valeurs, et pour avoir beaucoup bossé dans des milieux internationaux, je suis un peu prudent, tout en trouvant que ce serait complètement inacceptable chez nous. Je suis un peu prudent d'aller dire, prenons notre regard et essayons de l'imposer à tout le monde. Le colonialisme, c'est un peu fini, quoi. Donc, je suis comme vous, choqué à l'idée qu'on le fasse, et je trouverais absolument choquant de téléphoner à quelqu'un et d'entendre ça, mais je peux accepter qu'il y ait d'autres valeurs dans d'autres sociétés. Oui, mais on n'est pas sur le... Je te donne la parole dans une seconde, Xavier. On n'est pas sur le constat du « Ah, ces gens mangent des chiens, des petits chiots, des machins... » Enfin, un truc comme ça. C'est des libertés individuelles fondamentales. Oui, mais c'est une autre conception de la relation de l'individu à la société. Ouais. En parlant de ça, justement, il faut savoir que, et pour moi c'est plutôt un facteur aggravant, en Chine et dans d'autres pays asiatiques, l'honneur des personnes est vraiment quelque chose qui a une place très importante, beaucoup plus que dans certains pays, dans nos contrées. Et donc là, on porte vraiment atteinte à leur honneur, et ça m'étonnerait pas du tout que ça génère des suicides ou ça mette en péril vraiment la portée en plus, oui, par rapport à la santé financière. Oui.
mental de certaines personnes. C'est ça, oui, mais déjà nous on le ressentirait mal, c'est ça que tu veux dire. Mais chez eux, la portée est encore plus importante que ça. L'honneur, c'est vraiment quelque chose de primordial chez eux. Oui, bon, de nouveau, je suis un peu entre les deux. D'ailleurs, je suis physiquement entre les deux. Je suis à la fois d'accord avec Benoît qu'on ne peut pas juger avec nos filtres à nous, nos visions à nous, et puis de l'autre côté, il y a quelque part aussi une violence intrinsèque à la méthode qui est juste, en tout cas de notre point de vue, et je pense de la personne qui est endettée en Chine aussi, totalement insupportable, quoi. Donc voilà, c'est de nouveau, enfin voilà, c'est vrai qu'on devrait, je retiens aussi, mais parce que Benoît est un de nos grands sages, c'est d'essayer de peut-être y réfléchir différemment et avec un autre regard. Ça, je le retiens aussi. Mais là où Benoît a tout à fait raison, c'est que la manière de penser, l'éducation, les mentalités sont totalement différentes. Moi-même, dans mon vécu, avec mon père qui est asiatique, ma mère qui est belge, il y a des personnes qui ne comprenaient pas parfois certaines choses dans l'éducation ou autre. Et je dis, mais ça s'explique pas, c'est pas quelque chose qui s'explique. C'est comme ça, c'est tout. Pour moi, c'est naturel. Pour toi, pas. Et c'est du vécu. Voilà. Donc, je comprends ce point de vue-là, mais personnellement, ça me choque quand même très fort. Ok, bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette question. C'est oui mais non, un peu spécial cette fois-ci, mais ce sont des choses qui arrivent et ça fait partie de l'actualité telle que nous avons envie de la traiter également dans les technos chaque semaine. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le faire savoir, soit par des commentaires, soit par exemple sur YouTube avec des pouces vers le haut, en vous abonnant à la chaîne également, pourquoi pas. Sur les plateformes de podcast traditionnelles, il y a les petites étoiles, il y a toujours moyen de créer une petite notation. Tout ça, ça porte un podcast vers le haut et ça nous permet de mieux nous faire connaître et donc d'avoir plus d'auditeurs, et donc si on est plus nombreux, eh ben, on peut avoir de chouettes conversations aussi dans les commentaires, que ce soit sur notre blog lestechno.be ou comme je le disais sur notre chaîne YouTube. Je vais remercier Xavier et son modem a finalement tenu, il a tenu 51 minutes son modem, déjà c'est bien. Après, maintenant, il va tomber en panne définitivement. Non, mais c'est bien. Google Fit me dit que j'ai fait ma dose d'exercice pour aujourd'hui. Voilà, en plus, c'est une bonne chose également. Merci beaucoup à Benoît également. On se retrouvera très prochainement. Genre, je sais pas très bien quand, parce que je l'avais remarqué, on est déjà au mois dans le fin mai. La saison se termine petit à petit et on est déjà en train de réfléchir à ce qu'on va vous proposer pour l'été. Donc voilà, sachez-le, on ne va pas vous abandonner pendant les vacances. C'est important de le signaler aussi au passage. Merci à vous de nous avoir écoutés, merci à vous deux et à très bientôt. Salut!